Bien, nous allons donc corriger le DST numéro 2. Alors, premier exercice. Premier exercice, on me parle d'une suite UN, clairement définie par récurrence, par son premier terme U0, et la relation de récurrence UN plus 1 égale UN carré plus UN. Première question, étudier le sens de variation de la suite UN. Alors, si c'est la toute première question, il y a de grandes chances que ça soit pas très difficile. Et de toute manière, à la question étudier le sens de variation d'une suite, je sais que quasiment dans 99% des cas, ce qui va marcher, c'est de calculer UN plus 1 moins UN, la différence de deux termes successifs. Eh bien, allons-y. Alors, je remplace UN plus 1 par son expression, UN carré plus UN. Moins UN, je vois tout de suite que ça va être évident. UN moins UN s'annule. Il me reste quoi? UN carré. Et quelle que soit la valeur de UN que je ne connais pas, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que c'est un carré et qu'un carré est toujours positif. Conclusion, j'ai bien montré que UN plus 1 moins UN était toujours positif, donc UN plus 1 est toujours plus grand que UN. Conclusion, la suite UN est croissante. Ok, question 2. On suppose dans cette question que U0 égale moins 0,9. Donc, on part d'un premier terme, U0 moins 0,9. Petit a, étudier les variations de la fonction f définie sur l'intervalle moins 1, 0 par x carré plus x. Alors, a priori, j'étais en train d'étudier une suite, et là, on me propose une fonction. Quel est le lien entre les deux? On remarque que la fonction x carré plus x, c'est ce qu'on applique à UN pour obtenir UN plus 1. Autrement dit, on note tout de suite dans un coin que UN plus 1, c'est f de UN, c'est l'image de UN. Alors maintenant, je reviens à la fonction, on me demande d'étudier ces variations. Deux méthodes. Première méthode, je remarque que c'est un polynôme de degré 2, x carré plus x. Je sais donner directement les variations d'un polynôme de degré 2. Qu'est-ce que je dois remarquer? Premièrement, je dois m'intéresser au coefficient a. Ici, c'est 1 qui est positif. Donc, j'ai une parabole tournée vers le haut. Autrement dit, voilà ces variations. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque la valeur ici où les variations changent. Le sommet de la parabole. On sait que c'est moins b sur 2a. Autrement dit, b c'est 1. A, on a dit, c'est 1 aussi, donc moins b sur 2a, c'est moins 1,5. Voilà comment je peux justifier très rapidement les variations de ce trinôme. Alors, là, j'ai donné carrément les variations sur R tout entier, mais on me demande seulement sur l'intervalle moins 1, 0. Moins 1,5 est dans cet intervalle-là, et je rajoute, parce que ça va me servir, les images de moins 1. L'image de moins 1, c'est 0. L'image de 0, c'est 0, et l'image de moins 1,5, je la calcule, moins 1 quart. Première méthode. Deuxième méthode, plus systématique, je dirais. La question étudier les variations d'une fonction, je sais que de calculer la dérivée me donnera la réponse. Dérivée de f, c'est 2x plus 1. Maintenant, je dois étudier le signe de cette dérivée. C'est pas compliqué, c'est le signe de cette expression qui s'annule en moins 1,5, qui est négative avant, positive après. Je ne le fais pas, mais on va retrouver bien évidemment le même tableau de variation. Ok. Petit b, en déduire que pour tout x de l'intervalle moins 1, 0, on a f de x appartient au même intervalle moins 0. Alors, que nous apprend le tableau de variation? Le tableau de variation, si je faisais le croquis de la courbe, entre moins 1 et 0, il nous apprend que notre fonction, elle part de 0, elle descend jusqu'à moins 1 quart, et elle remonte jusqu'à 0. Autrement dit, je peux même mettre presque en dire plus que ce qu'on me demande. Sur l'intervalle moins 1, 0, toutes les images sont dans l'intervalle moins 1 quart, 0.
Et ça, qui c'est qui me le prouve? Bah, c'est tout simplement le tableau de variation, hein. Donc, tout simplement, d'après les variations, bah, je pourrais dire que 0 est un maximum, qui est atteint seulement en -1 et en 0. Donc, je peux dire que pour x appartenant à l'intervalle -1 ouvert, 0 ouvert, les images sont strictement négatives. Et de la même manière, f de x est supérieur ou égal à -1/4 sur cet intervalle-là. Donc, bah, si c'est plus grand que -1/4, c'est plus grand que -1. Conclusion, on a bien montré que f de x était plus petit que 0 et plus grand que -1. Donc, c'est bien dans l'intervalle -1, 0. Alors, question C. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, -1 est plus petit que n est plus petit que 0. Autrement dit, ce qu'on veut montrer, c'est que tous les termes un sont coincés entre -1 et 0. Alors, premièrement déjà, le mot-clé c'est par récurrence. Donc ça, tout le monde l'avait fait. Initialisation, bah, il suffit de dire que U0 c'est -0,9. Et comme -0,9 est bien entre 0 et -1, pas de problème. Maintenant, l'hérédité. Alors déjà, il faut savoir ce qu'on veut montrer. Ce qu'on veut montrer, c'est, on suppose que pour un entier n, la relation est vraie, c'est-à-dire que le terme un est coincé entre -1 et 0. Et ce qu'on veut, c'est démontrer que ça va être vrai aussi au rang n plus 1. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse ici pour détailler deux erreurs, deux raisonnements qui ne marchent pas. Le premier raisonnement, c'est essayer de le faire par le calcul. Alors, on a cette relation-là, ça c'est notre hypothèse de récurrence, laquelle on peut en déduire si on élève au carré. Bah, si un nombre est compris entre -1 et 0, son carré va être compris entre 0 et 1. Si on veut retrouver un plus 1, il faut faire la somme, mais le problème c'est que quand on fait la somme, on a bien -1 à gauche, et par contre, on n'a pas 0, on a 1 à droite. Et là, bah, dire qu'on est plus petit que 1, ça n'entraîne pas forcément qu'on est plus petit que 0. Donc ça ne marche pas. Deuxième chose qui ne marche pas, c'est d'appliquer la fonction. C'est-à-dire, et on avait vu que dans certains cas ça marchait, je pars toujours de mon hypothèse, si j'appliquais la fonction, je dis bien appliquer, ça me donnerait ceci. Or, f de -1 c'est 0, f de un, bah, c'est ce qu'on voulait, c'est un plus 1, f de 0 c'est 0. Et là, on arrive quelque part à une aberration. On ne peut pas avoir un plus 1 strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que 0. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? Pourquoi ça c'est faux? Parce que notre fonction, elle n'est pas monotone sur l'intervalle -1, 0. Elle est décroissante puis croissante. Ça, on ne peut l'appliquer. On peut appliquer une fonction sur une inégalité uniquement si elle est monotone. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est appliquer sur cet intervalle-là, et puis sur cet intervalle-là. Mais en fait, c'est se casser la tête pour pas grand-chose, parce que une fois de plus, s'il y a eu un petit a, petit b avant, c'est que ça doit peut-être me servir. On a remarqué en tout début que un plus 1, c'était l'image de un. Or, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un terme un qui est dans l'intervalle -1, 0. Si je lui applique la fonction f, d'après la question précédente, je vais rester dans l'intervalle -1, 0. Et bien, c'est tout ce qu'il suffit de dire. D'après petit b, comme un appartient à l'intervalle -1, 0, on en déduit que son image, f de un, appartient à cet intervalle-là. Or, f de un, bah, c'est un plus 1. Conclusion, on a donc bien un plus 1 compris entre -1 et 0. On a donc bien montré l'hérédité, on a l'initialisation,
On peut donc affirmer que la propriété est vraie. Question D, étudier la convergence de la suite UN. Alors ça, comme toujours, quand on a une suite définie par récurrence, c'est très difficile de savoir si elle va converger ou pas. Dans la majorité des cas, ce qui va nous permettre de trancher, c'est d'avoir deux informations sur la suite. La première, c'est que notre suite est monotone, elle est croissante, elle monte. Qu'est-ce qu'on a montré dans la question précédente? On a montré que tous les termes UN étaient compris entre moins 1 et 0. Autrement dit que notre suite est bornée. Elle est minorée par moins 1 et elle est majorée par 0. Bon, ça c'est ultra classique. Ce qu'on va utiliser, c'est que notre suite UN, on a montré qu'elle est croissante. Et donc pour qu'elle converge, il faut qu'elle soit majorée. Et si on a ces deux éléments, croissante et majorée, on peut dire, d'après le théorème de convergence monotone, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la suite UN converge vers une limite qu'on appelle petit l, j'insiste encore, le théorème de convergence monotone nous dit ça converge mais ne nous dit pas la valeur. Par contre, ce que ça nous dit, c'est que cette valeur, cette limite, est forcément plus petite que le majorant, donc vers une limite L inférieure ou égale à 0. Alors maintenant qu'on sait qu'elle converge, on vous dit démontrer que sa limite est solution de l'équation f de x égale x. Alors ça, on l'a vu plusieurs fois aussi. L'idée, elle est toute bête. On a donc prouvé que notre suite UN convergeait vers une limite L. Or, la fonction f est continue, et donc, d'après une propriété du cours, si notre fonction f est continue, les images de la suite vont converger vers l'image de la limite. C'est-à-dire, en gros, je peux appliquer la fonction f, la limite de f de un, ça va être f de l. Mais ce f de un, en fait, c'est quoi? C'est un plus 1. Mais la suite un plus 1, c'est quasiment la même que la suite un. C'est la même décalée d'un cran. Donc, si un converge, un plus 1 converge vers la même limite. Or, cette limite, on l'avait écrit aussi f de l, c'est le même nombre. Donc, notre limite vérifie donc cette équation. Voilà pourquoi on vous demande de résoudre cette équation, ce qui au passage était tout bête et aurait pu vous rapporter un petit demi-point. Bien évidemment, ça revient à dire x carré vaut 0, une seule solution, x vaut 0. Et donc là maintenant, on a bien démontré, sachant que notre suite convergeait, que sa limite est 0. Voilà pour la question 2. Passons maintenant à la question 3. Alors on me dit, on suppose dans cette question u0 égale 1. Donc, on a étudié la fonction dans le cas où u0 était moins 0,9. Et là on me demande d'étudier si on part cette fois-ci de 1. Première question, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à 2 puissance n. Alors ce que je peux déjà me dire, c'est que 2 puissance n, c'est une suite qui est croissante et une suite qui va tendre vers l'infini. Si un est toujours au-dessus de 2 puissance n, forcément un va aussi tendre vers l'infini. Mais bon, on n'y est pas encore. Passons au petit a, démonstration par récurrence, c'est automatique, c'est que je dois faire l'initialisation, l'hérédité. Alors l'initialisation, j'ai eu 0 qui vaut 1, 2 puissance 0, ça vaut 1, conclusion, j'ai bien le droit d'écrire u0 est supérieur ou égal à 2 puissance 0. L'hérédité. Comme toujours, supposons que pour un entier donné n, la relation soit vraie. Autrement dit, pour un entier n,
on a ça. Le but du jeu, c'est de montrer que on va avoir la relation au rang d'après, au rang n plus 1. C'est-à-dire, au rang n plus 1, c'est un plus 1, qui doit être supérieur ou égal à quoi? À 2 puissance n plus 1. C'est ça qu'on doit établir. Alors, pour l'établir, le plus simple ici, c'est de partir de un plus 1. un plus 1, ça n'a pas changé, c'est toujours un carré plus un. Alors maintenant, c'est là où on va utiliser notre supposition, c'est que un est plus grand que 2 puissance n. Donc, je vais en déduire que un au carré, c'est plus grand que 2 puissance n au carré. Au passage, pourquoi j'ai le droit de dire ça? Parce que ici, j'ai des nombres plus grands que 1. Pour des nombres plus grands que 1, le carré conserve l'ordre. Plus quoi? un, un, c'est plus grand que 2 puissance n. Mon objectif, c'est ça, 2 puissance n plus 1. J'ai cette expression-là. Ce que je vais faire, je remarque que j'ai du 2 puissance n, du 2 puissance n. Je vais mettre 2 puissance n en facteur. Qu'est-ce qui va me rester? Ici, 2 puissance n. Et puis là, il va me rester plus 1. De 2 puissance n, pour avoir 2 puissance n plus 1, il suffit de multiplier par 2. Ou plutôt ici, il me suffit de dire que ce nombre-là est plus grand que 2 pour dire que 2 puissance n fois ce nombre-là, c'est plus grand que 2 puissance n fois 2. Et bien évidemment que 2 puissance n plus 1 est un nombre toujours plus grand que 2. On a bien montré que un plus 1 est supérieur ou égal à 2 puissance n plus 1. L'hérédité est vérifiée. On fait la phrase de conclusion d'après la propriété de récurrence. Cette inégalité est vraie pour tout entier n. Petit b, en déduire la limite de la suite un. Là, ça c'était un résultat vraiment évident. Je l'ai pressenti rien qu'en lisant ça. À savoir que la suite de puissance n, qui est une suite géométrique de raison 2 plus grand que 1, est une suite qui tend vers l'infini. On a démontré que pour tout n, un était supérieur ou égal à 2 puissance n. Il suffit de conclure par le théorème de comparaison, mais il faut l'écrire, qui nous dit que forcément la suite un tend vers l'infini elle aussi. Enfin, la question C. Déterminer à l'aide de la calculatrice le plus petit entier p, tel que u indice p soit plus grand que 10 puissance 8. Alors, première remarque, je suis certain que cet entier, ce rang existe. Pourquoi? Définition d'une limite infinie. Je peux placer ma barre à n'importe quelle hauteur, ici c'est 10 puissance 8, je suis certain, comme ma suite tend vers l'infini, qu'à un moment donné, à partir d'un entier, elle va être au-dessus. Le but du jeu est ici de déterminer cet entier. Pour le faire, on prend sa calculatrice, et puis il suffit de faire le tableau de valeurs des premiers termes de la suite. Et on se rendait compte qu'à U indice 5, on était à 3 fois 10 puissance 6 à peu près, donc on est en dessous. À U6, par contre, on est dans du 10 puissance 13. Donc, quand est-ce qu'on a dépassé 10 puissance 8? Au rang n égale 6. Alors, l'exercice 2. Exercice 2, je remarque tout de suite partie A, partie B. Alors, allons-y. Partie A, on considère la fonction p définie par p de x égale un polynôme de degré 3. Question 1. Calculer les limites de p en moins et plus l'infini. Ça c'est une question hyper classique. À savoir que, premièrement, je pourrais tenter d'appliquer le théorème, d'appliquer une somme, à savoir en moins l'infini, x cube ça tend vers moins l'infini, moins par moins ça fait plus l'infini, mais là j'ai du moins l'infini, donc plus l'infini moins l'infini forme indéterminé. De toute manière,
pour donner les limites d'un polynôme, on a dit le plus simple, c'est de factoriser. À savoir, factoriser par la plus grande puissance, x cube. Il va donc me rester moins 4, plus 3 sur x carré pour avoir du x, plus 8 sur x cube. Bon, ensuite, il suffit de justifier que la limite de moins 4 plus 3 sur x carré plus 8 sur x cube, quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 4. La limite de x cube, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et maintenant, je peux conclure par produit. La limite en plus l'infini, moins 4 fois plus l'infini, ça fait du moins l'infini. Maintenant, là, j'étais en plus l'infini. Si je me mets en moins l'infini, ça ne change pas, je ne vais pas le réécrire. La limite de x cube, ça va être moins l'infini. Toujours par produit. Moins 4 fois moins l'infini. La limite va être plus l'infini en moins l'infini. J'ai un doute, je suis pas sûr de moi. Je vérifie. À savoir, moins 4x cube plus 3x plus 8. Alors, je vais peut-être revenir à une fenêtre un petit peu plus classique. Z standard. Ok, moins l'infini à gauche. Pardon, plus l'infini à gauche. Moins l'infini à droite. Tout va bien. Question 2, étudier les variations de la fonction P sur R. Là, j'ai pas de questions à me poser. Au passage, en traçant la courbe, je les ai à l'œil nu. Ça va être décroissant, croissant, puis croissant. Mais sinon, à la question étudier les variations d'une fonction, calcul de dérivée. Donc, moins 12x carré, plus 3, dérivée de 8, 0. Alors, à cette étape-là, c'est un polynôme de degré 2, c'est pas étonnant, vu qu'on a dérivé un polynôme de degré 3. Donc, une première solution, c'est de calculer le discriminant, en faisant bien attention que le A, c'est moins 12, le B, il n'y en a pas, c'est 0, et le C, c'est 3. Autrement dit, le discriminant serait B carré moins 4AC, moins 4AC, vu que B c'est 0, autrement dit, ça me ferait 4 fois 12, 48 fois 3, bref, ça fait une certaine valeur. Mais là, ici, c'est peut-être plus simple, déjà, de faire une petite factorisation. On factorise par 3. Et en fait, je vous rappelle que le discriminant nous aide à déterminer les racines éventuelles. Mais si on les trouve d'une autre façon, c'est gagné. Et donc, qu'est-ce qui annule ma dérivée? Elle s'annule quand moins 4x carré plus 1 vaut 0. Autrement dit, quand 4x carré vaut 1, autrement dit, quand x carré vaut 1 quart, autrement dit, quand x vaut 1,5, ou x vaut moins 1,5. Voilà les deux racines de notre polynôme. Alors maintenant qu'on a les deux racines, on les place, on met les zéros, et maintenant on se pose la question, comment est ma parabole? Est-ce qu'elle est vers le haut ou vers le bas? Comme toujours, ce qui permet de répondre, c'est le signe de A. Il est négatif, ma parabole Donc, pour connaître les variations de cette fonction, on a dit on calcule la dérivée. Le but du jeu, c'est toujours le même avec une dérivée, c'est d'étudier son signe. C'est un polynôme de degré 2, donc soit on utilise le discriminant, en faisant bien attention que ici A c'est moins 12, B il n'y en a pas, c'est 0, et C c'est 3 pour bien calculer. Soit autre méthode en fait, vu qu'on n'a que deux termes, ça revient à chercher
quand est-ce que 4x carré égale 1? Autrement dit, on trouve les deux solutions, 1/2 moins 1/2. Maintenant, on place donc pour le signe de la dérivée dans notre tableau les deux valeurs où ça s'annule. Et là, pour savoir où est-ce qu'on met les moins et les plus, la bonne question à se poser, c'est parabole vers le haut ou parabole vers le bas. Ce qui me permet de savoir ça, c'est le coefficient A. Ici, il est négatif. J'ai donc une parabole tournée vers le bas. Forcément, moins, plus, moins. Voilà comment on obtient ces valeurs. Maintenant qu'on a le signe de la dérivée, on en déduit les variations de la fonction, comme ceci. Et avant de recopier ça sur sa copie, on prend sa calculatrice. Alors là, mon affichage n'est pas terrible, donc je vais faire par exemple... je vais déjà dézoomer un petit peu. Oula, c'est pas terrible ça. Alors, je vais faire un zoom boîte. Par exemple, sur l'intervalle moins 1, et zut, je suis parti de 0. Alors, on va revenir à quelque chose de plus normal. Par exemple, le 5 ou le 6. Le 6, on avait dit, c'était pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Voilà. Et donc rien qu'avec la fonction trace, ça nous permet de bien vérifier que oui, elle est décroissante, puis croissante de moins 1,5 à 1,5, et qu'après elle est décroissante. Donc comme je disais, si je veux voir un petit peu mieux, je vais faire un zoom boîte sur la partie qui m'intéresse, sachant que c'est pas hyper pratique le zoom boîte. Voilà, je place le coin en bas à gauche, je remonte, tac, voilà la partie intéressante. Voilà, là on la voit bien. Alors il nous reste maintenant à placer les valeurs. Le plus simple pour avoir les valeurs, c'est demander à la calculatrice, donc par exemple de tracer le tableau de valeurs à partir de moins 1,5 avec un pas de 1. Et donc en moins 1,5 on était à 7 et en 0,5 on est à 9. Et puis bien évidemment les limites à gauche et à droite. Ok. Question 3. Démontrer que l'équation P de x égale 0 a une unique solution alpha sur R. Alors si en TS, en lisant cette phrase-là, vous ne pensez pas tout de suite à TVI, je ne peux plus rien faire pour vous. Pourquoi là ça va être du TVI? Parce que bien évidemment que cette équation-là égale à 0, on ne sait pas la résoudre. Donc on a besoin du TVI pour non pas la résoudre, mais au moins savoir combien il y a de solutions, s'il y a des solutions et combien il y en a. Alors, maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on va chercher cette solution. Pour ça, on regarde notre tableau de variation. En parallèle, vous pouvez avoir la calculatrice. De moins l'infini, si on part de plus l'infini, on descend jusqu'à 7. Donc si au minimum on est à 7, on ne peut pas passer par 0. De 7, on remonte jusqu'à 9 en 1,5. Vu qu'on est au-dessus de 7, on ne peut pas passer par 0. Donc, on voit donc que l'unique solution, elle va se trouver après 1,5, où là notre fonction est strictement décroissante. Donc, je pourrais le rajouter ici. Voilà, je pars de 9, je descends en moins l'infini, je vais forcément passer une et une seule fois, comme elle est strictement décroissante, par 0. Alors maintenant, comment on le justifie? On me demande sur R. Donc, dans l'ordre, je précise déjà que de moins l'infini à 1,5, le minimum c'est 7,
f de x est supérieur ou égal à 7, et ça c'est le tableau de variation qui me le dit. Donc, pas de solution de l'équation. Maintenant, sur l'intervalle, alors soit on dit 1,5 plus l'infini, soit c'est aussi bien de prendre par exemple 1,5, on voit que c'est négatif, que c'est moins 1. Autrement dit, on peut déjà resserrer notre... On peut déjà resserrer notre intervalle. Sur l'intervalle moins 1,5, 3,5, pour valider le corollaire du TVI, j'ai besoin d'écrire trois choses. Premièrement, f est continu. F est strictement décroissante. Et enfin, f de moins 1,5, f de 1,5, pardon, c'est 9. F de 3,5, c'est moins 1. Donc, 0 est bien dans cet intervalle-là, dans moins 1, 9. Et là, je peux affirmer, d'après le corollaire du TVI, il existe un unique réel alpha compris dans l'intervalle 1,5, 3,5, tel que P de alpha soit égal à 0. Et enfin, il faudrait que je dise maintenant, sur l'intervalle 3,5 plus l'infini, notre fonction est strictement décroissante, notre fonction est inférieure à moins 1, elle est donc négative, elle ne peut pas s'annuler. Et ça, c'est hyper classique. Alors maintenant, donner une valeur décimale approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près, ça on avait dit, on utilise sa calculatrice, et donc on cherche quand est-ce que notre fonction, notre image change de signe. On avait dit en 1,5 on est à 9, en 3,5 on est à moins 1. Bon, on a déjà ciblé sur un intervalle d'amplitude 1. Maintenant, on va chercher plus précisément. Donc pour ça, je vais demander mon tableau à partir de 0,5 avec un pas de 0,1. Et pareil, je vais chercher quand est-ce que je change de signe à 1,4 je suis positif, 1,5 je suis négatif. Donc j'ai déjà resserré mon alpha est entre 1,4 et 1,5. Bon, je pars de 1,4, je mets un pas de 0,01. Allons-y, alors 1,41 je suis positif, 1,42 je suis négatif. Donc mon alpha est compris entre 1,41 et 1,42. Je recommence en partant de 1,41 avec un pas de 0,001. Alors, positif. Là, je me suis trompé. Donc maintenant, pour donner une valeur décimale approchée de alpha à 10 moins 3 près, on avait vu la méthode, c'était de faire par balayage dans le tableau. On sait donc que notre alpha est dans l'intervalle 1,5, 3,5. On va donc partir de 1,5, 0,5, avec un pas de 0,1. Et tout ce qu'on cherche à trouver, c'est quand est-ce que les images changent de signe. Ah, voilà. À 1,4 j'étais positif, à 1,5 je suis négatif. Je peux donc écrire que alpha est compris entre 1,4 et 1,5. Maintenant, on va partir de 1,4 et on prend un pas plus petit. Et toujours la même chose, on cherche le passage des positifs aux négatifs. Alors 1,45 je suis positif, 1,46 je suis négatif. Voilà, j'ai resserré, mon alpha est entre 1,45 et 1,46. Et puis on recommence à partir de 1,45 avec un pas de
0,01. Et pareil, je cherche, là je suis dans les plus, ah, je suis dans les moins. Le passage se fait entre 1,456 et 1,457. Alors juste au passage, je ne vous l'avais pas montré, mais on peut trouver cette valeur approchée en fait directement par la calculatrice en revenant au graphe. Alors là je vais dézoomer pour le voir apparaître, donc de toute manière je vais prendre un zoom standard. Et en fait, là, je vais demander directement à la calculatrice de me donner la valeur. En fait, elle va appliquer la méthode de balayage toute seule. À savoir, pour les TI, je vais faire calcul. Et vous voyez que j'ai la fonction, la commande 0. Comment ça marche? Il me demande une borne inférieure, c'est-à-dire, je vais me placer graphiquement juste avant de passer par 0. Premier point. Borne supérieure, je me place de l'autre côté, image négative. Et enfin, valeur initiale, là c'est juste pour aider un petit peu la calculatrice. On place le point graphiquement à peu près au niveau du alpha. On valide, elle calcule, et elle nous donne une valeur approchée de alpha qu'on peut arrondir après, on avait dit à 10-3 près, environ 1,457. Bon, quatrième question, dresser le tableau de signes de la fonction P sur R. Le tableau de signes de la fonction P, il va être très simple. D'après toute l'étude qu'on a fait avant, on avait dit que de toute manière, sur l'intervalle moins l'infini 1,5, notre fonction elle était positive. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Sur l'intervalle 1,5 moins l'infini, notre fonction est strictement décroissante. Elle s'annule en un seul réel, le réel alpha, et après, elle est forcément négative. Voilà le signe de P. On passe à la partie B. Partie B, on considère la fonction f définie sur moins 1 plus l'infini par f de x égale ce quotient. Calculer la limite de f en plus l'infini. Alors, si je regarde rapidement, polynôme, donc en plus l'infini, sur polynôme plus l'infini, forme indéterminée. Je pouvais m'y attendre, de toute manière, je sais que quand j'ai un quotient de polynôme, ce qui va me sortir, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Autrement dit, il va me rester 1 plus 4 sur x au numérateur, 1 plus 1 sur x cube au dénominateur. Les x cubes se simplifient, et ensuite, j'ai plus qu'à dire, la limite du numérateur en plus l'infini, c'est pas 0, c'est 1, c'est 4 sur x qui tend vers 0. La limite du dénominateur, c'est 1. Et donc, maintenant, je peux affirmer par quotient que la limite de f en plus l'infini, c'est 1. Alors ça veut dire quoi? Quand je tends vers l'infini, la limite est 1, c'est clairement que cette phrase-là signifie la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale qui s'appelle D1, une asymptote horizontale d'équation, si elle est horizontale, y égale 1. Question 2. Calculer la limite de f en moins 1. Pourquoi? Moins 1 est l'autre borne du domaine de définition, et moins 1 est bien évidemment une valeur interdite. Alors, si je regarde le numérateur, je vais écrire limite, mais en fait c'est tout simplement l'image. Quand x tend vers moins 1, je remplace x par moins 1, ça me fait moins 1 plus 4, ça me fait donc 3. Par contre, le dénominateur, lui, il s'annule, d'où le fait que ça soit une valeur interdite. Donc s'il s'annule, c'est que je me retrouve avec quelque chose de la forme 3 sur 0.
Alors, 3 sur 0 que je n'écris pas, on sait que ça tend vers plus l'infini. Pardon, on sait que ça tend vers un infini. Maintenant, pour savoir lequel, eh ben, il faut donner le signe de x³ plus 1. Et tant qu'à faire, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on regarde le signe à droite de moins 1. Bah, si x³ est si x est plus grand que moins 1, bah, x³ sera plus petit. Donc, il faut maintenant que je donne le signe du dénominateur, x³ plus 1. Mais attention, je suis ici, c'est-à-dire à droite de moins 1. Moins 1 où ça s'annule. Bah, comme quelque part la fonction x³ et donc la fonction x³ plus 1, c'est une fonction qui est croissante, elle s'annule en moins 1. Si je me place à droite de moins 1, bah, je vais être sûr d'être tout le temps positif. Je peux donc maintenant écrire que la limite de x³ plus 1, quand x tend vers moins 1, par valeur supérieure, ne pas l'oublier, c'est donc 0 plus. Et donc là maintenant, je peux affirmer que par quotient, la limite de f en moins 1 à droite, bah 3 sur 0 plus, ça va être plus l'infini. Comme toujours, peut-être qu'avant d'aller plus loin, je vais vérifier tout ça sur la calculatrice. Donc, j'ai plus besoin de y1. Et donc, je vais prendre la fonction x³ plus 4x carré. Au passage, faites toujours... Voilà, là je tapais pas. Faites toujours attention à rentrer la bonne fonction, parce que si vous mettez la mauvaise fonction, si vous faites une erreur, bah, vos conclusions, bien évidemment, seront fausses. Sur x³ plus 1, je valide le graphe. Alors, la partie de gauche, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie de droite. À partir de moins 1, bah, je vois bien, effectivement, une asymptote. Donc le numérateur a pour limite 3, le dénominateur tend vers 0 par valeur positive, on a étudié son signe. Conclusion par quotient, la limite de f en moins 1 à droite, pour x plus grand que moins 1, est plus l'infini. Alors graphiquement ça veut dire quoi? En arrivant par la droite vers une abscisse, ça tend vers l'infini, bah, ça veut dire qu'on a une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Et ça, on peut le vérifier grâce à sa calculatrice, en rentrant la fonction, en demandant son graphe. Et puis là, bah, de toute façon, tout ce qui est avant moins 1, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va faire un zoom. Voilà, on va prendre un peu avant moins 1. Et puis de toute façon, comme manifestement elle a l'air d'être toujours au-dessus de l'axe des abscisses, je vais prendre uniquement cette partie-là, par exemple. Et donc ça permet bien de retrouver l'asymptote verticale, qui ici, entre guillemets, a l'air tracée, mais c'est un bug, hein, et l'asymptote horizontale, ici. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Question 3. Bah oui, on peut se dire que si on nous donne une fonction, le but c'est d'étudier ses variations. Donc question 3, montrer que la dérivée est donnée comme ceci. Alors ce genre de question, ça signifie quoi? Bah ça signifie que sûrement que la dérivée est un petit peu compliquée, longue, technique à calculer. Et donc on vous donne une petite indication sur le résultat qu'on doit obtenir. Alors, pourquoi ça va être un petit peu long? Parce que notre fonction est un quotient de la forme u sur v, avec u qui est x³ plus 4x carré, v qui est x³ plus 1. Et donc, comme d'habitude, plus c'est compliqué, plus il faut que j'écrive les choses. Donc, une fois que j'ai mon u et mon v, je calcule u'. Je calcule v'.
Et toujours pareil, maintenant que j'ai bien tous mes éléments, que je connais ma formule u'v moins uv' sur v carré bien évidemment, je vais pouvoir mettre tous ces éléments. À savoir que le plus simple, comme toujours, c'est le dénominateur. On prend le dénominateur, on le met au carré. Ensuite, on a donc le bloc u', 3x carré plus 8x, fois le bloc v, x cube plus 1, moins le bloc u, x cube plus 4x carré, fois le bloc v', 3x carré. Donc une fois que j'ai correctement remplacé, maintenant ça va être du développement, de la réduction, des choses classiques. Alors 3x carré va sur x cube, 3x5, plus 3x carré, plus 8x4, plus 8x, moins, là j'ai déjà moins de termes, je vais en avoir que 2, 3x5, tiens il me semble avoir déjà vu lui, moins 3 fois 4, 12, x puissance 4. Le tout sur, toujours le même dénominateur. Alors, 3x5 moins 3x5, ça simplifie. Ensuite, j'ai du 8x4 moins 12x4 moins 4x puissance 4, plus 3x carré, plus 8x. A priori, polynôme de degré 4. Toujours avec mon dénominateur. Et donc, une fois que j'en suis là, moi, on me demande d'arriver à x fois p de x. Je crois que c'est quand même pas très compliqué de voir qu'effectivement, le polynôme que j'ai là et le polynôme que j'ai là ont les mêmes coefficients, qu'il suffit juste de mettre x en facteur pour faire apparaître p moins 4x cube plus 3x plus 8. Ce qui, une fois de plus, est intéressant pour vous, parce que plutôt que de vous dire calculer la dérivée, faire nos calculs et arriver à un résultat, on ne sait pas si c'est ça, une fois qu'on en est là, on sait ce qu'on doit retrouver, donc on peut être sûr si on ajuste ou pas. Voilà donc notre dérivée qui est bien x fois p de x, le tout sur x cube plus 1 au carré. Quelle va être la prochaine question? Je parierais sur étudier le signe de la dérivée. Oui, tiens, étudier le signe de la dérivée. Donc, tout naturellement, on doit étudier le signe de la dérivée. Alors, cette dérivée, bonne nouvelle, c'est un quotient. C'est un quotient dont le dénominateur est un carré comme toujours, donc c'est positif. Donc au final, notre signe, il dépend uniquement du numérateur qui est un produit. Donc si je détaille un petit peu tout ça, on doit faire une ligne pour le signe de x, une ligne pour le signe de p, et comme de toute manière le dénominateur est toujours strictement positif, il n'y a pas besoin de s'embêter avec, on obtiendra le signe de f'. Alors, x, c'est pas compliqué, ça s'annule en 0 et ça change de signe en 0. Et p, p, on revient à la partie A, et donc on revient à la question 4. Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça sur le polynôme p pour aboutir à son tableau de signes? Tableau de signes qui s'annule, signe de p qui s'annule en alpha. On avait donc dit que c'était positif avant alpha, négatif après. X, c'est bien évidemment négatif puis positif. Je n'oublie pas de mettre les bornes. Et voilà, on en déduit le signe de notre dérivée, que notre dérivée aussi s'annule en 2 points. Et avec les dérivées, on en déduit bien évidemment le tableau de variation complet de f. À savoir que on part de plus l'infini, la fonction est décroissante, f de 0 c'est 0. Ensuite, on remonte jusqu'à f de alpha, sa valeur on s'en fiche. Et enfin, notre fonction est décroissante. Et a pour limite, on avait dit quoi? Pour limite 1, en plus l'infini. Alors,
une fois qu'on a établi notre tableau de variation de la fonction, qui, je vous le rappelle, on peut vérifier en regardant la courbe sur sa calculatrice, on en arrive à la question 5. Étudier selon les valeurs du réel x plus grand que moins 1 le signe de f de x moins 1. En déduire la position relative de la courbe C par rapport à la droite D1. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ici? On mesure la différence entre l'image par la fonction f et l'image par la droite D1. On avait dit qu'elle était d'équation y égale 1. Alors, je vais écrire mon calcul, f de x moins 1. Je remplace f de x. Et puis bon, comme toujours, c'est un problème de cinquième, à savoir que j'ai une fraction, moins un entier. Je mets au même dénominateur pour écrire ça comme une seule fraction. Alors attention, là ici, le dénominateur c'est x cube plus 1. Donc c'est moins tout ce dénominateur, autrement dit, moins x cube moins 1 sur x cube plus 1. Bonne nouvelle, les x cubes disparaissent. Et il me reste 4x carré moins 1, le tout sur x cube plus 1. Alors, j'ai un quotient, je dois étudier le signe de ce quotient. Alors, x cube plus 1, on avait déjà établi dans une question précédente que c'était strictement positif, pour x plus grand que moins 1. Bon, il me reste maintenant à étudier le signe de 4x carré moins 1, qui est un polynôme de degré 2, donc je pourrais calculer son discriminant, mais une fois de plus, je suis quasiment sûr que très souvent, vous allez faire des erreurs, parce que là, il n'y a que deux termes. Le A, c'est 4, le B, c'est 0, le C, c'est moins 1, et que c'est beaucoup plus simple de chercher les racines comme ceci, à savoir, à résoudre x carré égale 1 quart. Bon, on sait qu'il y a deux solutions. 1 demi ou moins 1 demi. Ok, donc maintenant je peux faire mon tableau de signes. Le signe ne dépend que du numérateur. Donc ça s'annule en moins 1 demi. Pardon, on part de moins 1. Ça s'annule en moins 1 demi. En 1 demi plus l'infini. Voilà. Toujours pareil. Parabole vers le haut, parabole vers le bas. Le A est positif. Parabole vers le haut, plus, moins, plus. Bon, voilà le signe de l'expression. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Sur l'intervalle moins 1, moins 1 demi, union 1 demi plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? F de x moins 1 est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe de f est au-dessus de l'asymptote. Sur l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, on a le contraire, donc bien évidemment, la courbe est en dessous. Bon, toutes ces questions de la partie A qui était juste une partie auxiliaire pour l'étude de la dérivée, de la partie B qui nous a permis d'étudier cette fonction, de déterminer précisément son tableau de variation. De la question 5 aussi, on va voir à quoi elle sert. Tout ça va nous permettre de tracer le plus précisément possible, même si moi je le fais sans quadrillage, la représentation graphique de notre fonction. Alors, à savoir, on a dit on part de moins 1, on a une asymptote verticale en moins 1. Ma fonction passe par le point de coordonnées 0, 0, l'image de 0. Alpha, on avait dit que c'était environ 1,456, je crois, 1,4. Alors c'est là où il y a quand même besoin de la calculatrice, tant qu'à faire, pour nous donner une idée de l'image de alpha. Autrement dit, on va être aux alentours de 2,80. Voilà. Donc je place le point de coordonnées alpha, f de alpha. Je n'oublie pas bien évidemment l'asymptote horizontale d'équation y égale 1. Et maintenant, la question d'avant, comment on va l'utiliser?
Bah on a dit, en fait, on a précisé la position de f par rapport à son asymptote. Autrement dit, on va repérer les points de coordonnées -1,5, 1,5, et on sait que bah, ça va être entre ces deux points que la courbe va être en dessous de l'asymptote. Bon, bah maintenant avec tout ça, on peut tracer une allure relativement précise de la courbe. Voilà, comme ceci.